Alors, nous t'écoutons. Tu t'appelles Thomas. Thomas, tu confirmes avoir été informé que cet appel était enregistré. Il sera diffusé sur ma chaîne Stéphane-Édouard Études de cas et tu dois choisir une durée pour laquelle tu acceptes de donner ton accord qui soit inférieur à 99 ans. J'accepte d'être diffusé et d'être enregistré et diffusé sur toutes les plateformes de Stéphane-Édouard et j'accepte d'être diffusé pour une durée de 40 ans. 40 ans, très bien, on t'écoute. Donc j'ai une question, peut-être d'abord par rapport à l'offre. Je te contacte dans le cas de mon offre VIP Eco que je viens de commencer pour le mois de janvier. Et jusque-là, j'en suis très content. J'ai donc pour le foot coaching aussi pris contact avec la classe prépa et je remercie Théo pour sa présence. Ça, tout était très clair et très agréable. Est-ce que tu as eu des difficultés à t'inscrire, à voir la classe prépa ou à m'avoir au téléphone? Non, aucune. Voilà. Je dis ça pour les... Il y a toujours des trolls là, avec des sous-avatars et sous-pseudos qui disent « Gna, on peut pas les joindre, etc. etc. » Non, bah, oui, il suffit de lire les consignes. Voilà, c'est ça. Ok. Donc ma question, j'en ai plusieurs petites, mais la principale, en tout cas, c'est par rapport au séminaire énergie. Donc je l'ai expliqué comme ça. Comment libérer l'énergie dans un environnement contraint et pour éviter la frustration. Et j'ai deux situations principalement qui sont assez liées. La situation dans un cours où essayer d'alimenter, d'essayer de monter un peu le niveau d'énergie avec des timides aussi. Que tu veux que je te mette en place un contexte? Déroule la question comme la classe prépa t'a aidé à la formuler et si j'ai besoin d'un détail supplémentaire, j'hésiterai pas à interrompre. Ok, on n'en a pas parlé tant plus, du coup c'est... Attends, un instant, je vais fermer la porte de la cuisine, comme ça on entendra moins quelque chose. Un instant. Ok. Oui, alors, je t'écoute. Ok. Donc je suis dans une grande ville, donc c'est une plutôt grande fac et j'ai commencé le début d'année là en octobre et donc avec des cours relativement lents, assez contraignants et une bonne partie obligatoire, qui sont extrêmement épuisants et frustrants, non pas parce qu'ils sont difficiles et qui demandent beaucoup d'attention ou d'énergie, mais justement parce qu'ils me permettent pas de me dépenser. Ils me permettent pas de faire des choses que j'aime, Physiquement physiquement ou intellectuellement. On est assis, donc c'est normal que physiquement on puisse pas faire grand chose, mais même intellectuellement, ça rame, c'est lent, c'est pas très intéressant. Tu m'as dit que c'était difficile, donc c'est difficile et lent? Oui, en gros, ça c'est... Je sais pas, ça donne envie d'aller plus vite. C'est frustrant, il y a pas beaucoup d'interactions parce que c'est beaucoup de cours magistraux. C'est assez peu stimulant, quoi. Bah, tu es peut-être pas dans une assez bonne fac? La meilleure de ma filière. Bah, fallait peut-être aller en école d'ingénieur. Ou en école de commerce, ou en école de... je sais pas quoi d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il y a comme autre école qu'ingénieur et commerce, mais pourquoi tu es à la fac? Il n'y avait pas une filière plus sélective? Parce que mon truc c'est les sciences humaines, mais c'est pas... Ah oui. C'est pas très sélectif. Bah oui, tu m'étonnes, oui. Tu arrives avec le ventre mou d'une génération qui est l'avant-dernière mondiale en maths. Donc, j'imagine bien le niveau, oui, ça c'est sûr. Bon. Et donc, je voulais savoir s'il y avait des moyens de compenser, je sais pas, dedans ou à l'extérieur. En gros, la sensation que j'avais à chaque fin de cours, ça s'est un peu amélioré depuis, mais c'est juste de la frustration, ce
qui est assez épuisant en fait aussi. J'ai l'impression de se faire du mal, d'attaquer son amour-propre, je sais pas comment le dire autrement. Mais quelle est ton ambition professionnelle à l'issue de ça? Ça va être de travailler avec. Là, en gros, c'est pour devenir psychologue, du coup. Et c'est dans l'idée de travailler avec ça. Donc, tu es en fac de psychologie? Ouais. Et psychologue, psychothérapeute, psychologue, psychiatre, faut que tu fasses médecine, psychologue quoi? C'est pas très précis encore. Je suis en L1 là, mais non, je sais pas encore, mais ce sera psychosocial, je pense. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'école est une école de tout, et pas qu'une école des matières qu'elle enseigne. Et l'école est en partie une école de la frustration, car il y a forcément des matières... Enfin, si tu as un QI dont le premier chiffre est un 1, et qui soit pas 10, tu as forcément des matières dans lesquelles le temps passera plus ou moins vite. Il y a des matières dans lesquelles le temps passera très lentement, et des matières dans lesquelles tu auras de l'avance, mais normalement, ça n'est pas le cas de toutes. Et c'est une école qui n'est pas si intéressante que de savoir gérer l'ennui. On est dans un paradoxe sociétal, pour employer des grands mots. Mon copain Bégodeau dirait sans doute un pas social, hein, pour faire du mot valise. On est dans un pas social ou un pas social où on n'a jamais eu autant de temps libre, ça c'est objectif, et où les gens n'ont jamais aussi mal supporté le temps libre. Et je m'inclus dedans. Et je pense que c'est un combat quotidien que d'arriver à supporter sans en souffrir un léger ennui. L'ennui étant la maladie du temps qui ne passe pas, comme disait Moravia, et l'ennui étant relatif. Parfois on s'ennuie très fort, parfois un peu moins fort. Moi j'en suis propre, je m'agace presque de tomber dans le même mal très régulièrement. Par exemple, je me rends compte que je tolère de moins en moins d'attendre la fin d'une chanson qui m'ennuie, ou d'attendre la fin d'une vidéo qui m'ennuie avant la suivante, alors que quand j'ai, on va dire, jusqu'à l'avènement d'Internet quotidiennement, donc on va dire jusqu'au milieu des années 2000, il était complètement normal que t'entendes une chanson à la radio qui te plaît pas, et t'attends la suivante, tu vois. Ou il y avait un truc à la télé qui te plaisait moyennement, en fait tu regardais ta montre, tu savais ou tu regardais l'horloge du salon qui faisait tic-tic, tu savais qu'il restait 12 minutes ou 18 minutes, et tu faisais ce qu'on appelle prendre son mal en patience. Et désormais, même moi, donc du coup je ne m'exclus pas des mots que je dénonce, je me surprends à ne plus supporter d'attendre la fin d'une chanson qui m'ennuie. Comme tout le monde, pour prendre une douche de 5 minutes, j'ai besoin de savoir exactement ce que je veux écouter pendant ce temps, et je passe parfois autant de temps à choisir ma playlist que j'aurais dû allumer la radio et prendre ma douche. On est dans une économie de l'attention où on n'a jamais eu autant de temps, comme je le disais, et où notre temps n'a jamais valu aussi cher, ce qui n'est pas logique. C'est-à-dire que si on a vraiment beaucoup plus de temps, il ne devrait pas valoir cher. Ou alors, quand on avait beaucoup moins de temps libre, c'est-à-dire avant les énergies fossiles, c'est-à-dire quand les 2/3 de la population était paysanne, et quand on vivait au rythme du lever et du coucher du soleil parce que l'électricité était un luxe, etc. Et là, on avait beaucoup moins de temps libre, mais paradoxalement, on n'avait pas les loisirs pour l'occuper. Donc là, le paradoxe, c'est beaucoup de loisirs pour occuper un temps qui ne cesse de croître. Et du coup, il y a une espèce d'intolérance à la frustration et à l'ennui qui gagne, qui a déjà gagné d'ailleurs. Faut se méfier faut pas livrer des combats déjà advenus, hein. C'est comme lutter contre le remplacement, il est déjà arrivé, donc ça sert plus à rien. Ce combat déjà advenu a vu la victoire de l'intolérance à la frustration. Donc en fait, je le vois, hein, quand on recrute des jeunes collaborateurs, etc. On ne supporte plus sur une liste de travaux de faire ce qu'on n'aime pas faire.
avec les plus jeunes. On ne supporte plus de ne pas être totalement stimulé en cours. Enfin, moi, je me souviens de cours où je mesurais l'avancée du soleil sur ma feuille, quoi. Je me souviens très bien de l'école primaire, à l'école René Cassin, à Saint-Laurent-du-Var, avec Madame Bonnat, Monsieur Michel, comment il s'appelait, je me souviens que de la prof de CP, Madame Boucher en CE2, Monsieur Michel, je crois, en CE1, et Monsieur, celui qui fumait tout le temps, là, en CM1 et en CM2, il a dû crever d'un cancer du poumon depuis. Je me souviens de m'ennuyer parfois tellement dans certains cours que je ne trouvais qu'à faire petite marque de stylo sur ma feuille, là où le rayon de soleil arrivait, et puis je me rendais compte que un quart d'heure après, le soleil avait bougé d'un demi-centimètre. Ouais, bah écoute, c'est la vie, ça m'a pas rendu forcément beaucoup plus crétin, ni ça, ni le club Dorothée d'ailleurs. Donc, votre génération, car si j'ai bien compris, tu as 19 ans, c'est ça ? Votre génération a un certain problème avec le fait qu'on lui a, quand je dis on, je ne sais pas si c'est le matriarcat, le patriarcat ou si c'est tout simplement les changements technologiques, quelque chose vous a convaincu qu'il était absolument honteux et intolérable que le temps ne passât, imparfait du subjonctif, à accent circonflexe, que le temps ne passât pas plus vite en cours. Donc j'ai des profs qui m'appellent pour me dire qu'ils arrivent plus à tenir leurs élèves. J'ai des élèves qui m'appellent pour me dire qu'ils s'ennuient en cours. Ah oui, mais enfin il faut apprendre à s'ennuyer gentiment. Hein. Sinon, on devient des espèces de gouffres à plaisir et à sensations fortes. Une journée normale contient une dose d'ennui. Quand est-ce qu'on sait qu'on est bien en couple avec quelqu'un? C'est quand on peut s'ennuyer ensemble. Alors t'es peut-être un petit peu jeune pour avoir cette expérience-là, mais je t'assure que dans les prochaines années, donc tu rencontreras des femmes, ou des hommes, hein, après tout, pourquoi pas, hein, j'ai aucun problème avec ça, donc tu rencontreras donc des partenaires de ton choix, et tu verras qu'au début, tu dépenseras énormément d'énergie pour être stimulant et en croisant les doigts pour être stimulé à chaque fois. Et en grandissant, eh ben, tu remarqueras que une des bonnes façons de se comporter, c'est après le premier rendez-vous, c'est très très rapidement d'avoir un moment où on cherche plus forcément à faire le clown ou à remplir les blancs et de voir si l'autre est à l'aise. Ouais. Donc, tu as choisi une voie. Tu as encore le droit de changer. Tu es en première année, si j'ai bien compris, donc tu ne serais pas le premier et pas le dernier à changer de voie en première année. C'est pas une honte. Mais si tu persistes, eh ben, il faudra accepter que certains cours, effectivement, certains cours ne soient pas les plus stimulants pour toi. Après, ça ne veut pas dire que ce sera ceux qui auront le plus faible coefficient à l'examen. Attention, parce que si tu t'ennuies que le coefficient est élevé, bah, c'est pas de bol, ça va mal se passer. Donc, que te dire, c'est toi qui as choisi ta voie. Oui, effectivement, les profs de fac sont rarement, enfin, dans leur majorité, effectivement, ne sont pas les plus grands passionnés, ne sont pas les plus grands passionnants. Moi, je n'ai jamais connu un prof d'école ou de fac intéressant. Il y en avait un ou deux qui étaient sympathiques. Le seul prof vraiment passionnant que j'ai eu, c'était Cochet. Et même, et je vais dire sacrilège, crime de lèse-majesté, même chez Cochet, il m'est arrivé, rarement, mais il m'est arrivé de m'ennuyer et de trouver que le cours de 3 heures sans pause, car c'était 3 heures sans pause, sans téléphone portable, sans rien. Il m'est arrivé, parfois, rarement, mais quelquefois, peut-être 5 ou 6 fois sur 2 ans, il m'est arrivé de m'ennuyer. Voilà. Bon. Eh ben, ça s'apprend aussi, c'est important. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. J'ai pas de solution miracle pour ça. Et dans la vie, on s'ennuie souvent. Hein. De toute façon, le contraire, comment ça s'appelle, le pôle
le pôle inversé psychologiquement de l'ennui, c'est l'angoisse. Donc, à choisir, je préfère m'ennuyer un peu que m'angoisser. Hein. Si ton seul problème dans la vie, c'est que tu t'ennuies un peu en cours, bah, félicitations, je t'informe que tu n'as pas de problème. Oui, j'ai pas trop de problème en effet. Tu as 19 ans. Tes ambitions dans la vie à 19 ans, c'est d'essayer de vite découvrir ce pourquoi tu es fait, sachant qu'il te reste à peu près encore 5 ou 6 ans pour le découvrir, après ça sera un petit peu tard, même si rien n'est jamais trop tard. Prendre soin de ton corps et faire du sport et commencer à comprendre la femme. Ou les hommes, hein, si jamais tu es de l'autre bord. Mais enfin, commencer à comprendre la femme, c'est-à-dire en fréquenter plein, pour te faire ta propre expérience et pour n'avoir aucun regret, car à 19-20 ans, tout est permis et tout est possible. À 40 ans, tout est permis, mais tout n'est plus possible, comme disait... Je sais plus qui d'ailleurs. Voilà, exactement. Toi, enfin moi je me rappelle à 20 ans, 20 ans, j'étais où? J'étais en école d'ingé. Bah après, en école d'ingé, je bossais beaucoup, j'avais pas le temps de m'ennuyer parce que contrairement à ce qu'on m'avait dit, c'était beaucoup de travail. Mais à 21, 22, quand j'étais à Sciences Po, je me rappelle avoir branché des nanas, j'étais dans le bus ou le métro, de ligne 4, j'habitais à Alésia, Sciences Po c'était entre Saint-Thomas-d'Aquin et rue Saint-Guillaume, là, donc métro, je sais plus où je descendais, je crois que c'était Saint-Sulpice ou quelque chose comme ça. Et ben sur ces 5 ou 6 stations, il m'est arrivé de dire à une nana devant moi, qui avait l'air d'être étudiante parce qu'elle avait un cabas sous le bras, enfin un truc d'étudiant. Je crois même me souvenir avoir dit quelque chose comme voilà, tes cours ils sont à quelle heure? Elle me disait bon bah je sais pas, midi, et je disais ben moi c'est 13 heures, voilà, on est un peu en avance, ça te dit qu'on boit un chocolat avant, et 2 fois sur 3, la réponse était oui, en fait. Tu dis ça à mon âge, or, je pense être, pour mon âge, avoir un peu bossé mes 3 capitaux, je dis ça à mon âge à une inconnue dans le train ou dans la rue, je dis pas qu'elle appelle la police, mais elle me prend pour un être... un peu désocialisé, tu vois. Ouais. Il y a des choses qui sont possibles. Tout est possible à ton âge. Tout est possible et tout est permis. Dans 20 ans, ce ne le sera plus. Donc ton but est d'expérimenter tout en ayant tes examens. Voilà. Après, si tu veux y mettre du brio dans tes examens, si tu veux les obtenir avec une mention, si tu penses que c'est important pour toi, parce que tu es dans une filière où, un petit peu à l'instar de l'ENS et compagnie, où les polytechniques, où les places de sortie ont une importance. Bon, bah, libre à toi. Moi, j'avoue que mon but, c'était juste d'avoir mes diplômes et je me foutais totalement de mon rang de sortie. D'abord parce que dans mes écoles, ça n'avait pas grande importance et de toute façon... quelque chose me disait que mon destin se jouait pas là. Donc si t'as pas l'impression que ton destin se joue là, et encore une fois, je pense que dans ta filière, le rang de sortie n'a pas une grande importance, eh ben, débrouille-toi pour avoir tes diplômes, et puis fais ce que tu veux à côté. Tu n'as pas fondamentalement de problème. Ta frustration, ça s'appelle la normalité. La vie est une suite de frustrations. Hein. À chaque fois que j'appelle un service... que ce soit les impôts ou même les gens qui travaillent pour moi, le comptable ou je sais pas quoi, et ben là par exemple, voilà, ce matin, bah, la personne en charge de la facturation chez mon expert comptable me dit que il manquait 1 ou 2 factures sur 2020-2021. Je lui dis lesquelles, elle me sort des numéros, j'appelle ma banque, je fais une recherche ciblée par numéro, je lui prouve que ça a été réglé, et elle me dit, bah si c'est pas celle-là, ça doit être d'autres, bah, je vous demande de bien vouloir faire le point et de revenir vers moi. Et je lui ai répondu, chère madame, c'est au fournisseur de faire le point des factures qui lui manquent, c'est pas au client. Et bah ça me frustre, ça m'énerve. Mais c'est tout le temps comme ça, la vie c'est tout le temps comme ça. La vie, ce sont des gens qui font des oublis, qui sont pas organisés,
Moi, je note le numéro de facture à chaque virement. Je pense que 90% des gens ne le font pas. Et en plus, dès que je vire, je réponds au mail « Régler ce jour, point cordialement ». Comme ça, ensuite, je peux retrouver dans Gmail, je peux retrouver exactement tout. Et ben, comme elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée, non seulement elle s'excuse pas, mais en plus, elle me dit bah, « Faites le point de votre côté ». Non, non. Non, non. C'est au fournisseur de chercher les factures. Et tout est comme ça. Tout est approximation, oubli et absence d'excuses. Tout. Absolument tout, tout le temps. Et on est frustré tout le temps. Tout le temps. C'est la vie est une suite de frustrations tout le temps. Tout le monde frustre. Peut-être moi aussi parfois, mais j'essaie de m'appliquer quand même pour le faire le moins souvent possible. Mais tout est souvent frustrant. L'URSSAF m'a prélevé 14 000 € en trop au mois de septembre. Ça fait X courriers recommandés qu'on leur fait. On est octobre, novembre, décembre, on est presque 5 mois plus tard. J'ai enfin eu par téléphone quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, pardon, on s'est trompé », mais j'ai pas encore eu la réponse par écrite. Ils m'ont toujours pas remboursé mes 14 000 €. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, c'est comme ça. Simplement, tu es trop jeune. Et donc, t'as la larme à l'œil parce que tu t'ennuies en cours, mais c'est rien ça. La vie, c'est te faire piquer de l'argent, te faire arnaquer, payer des gens qui te répondent pas ou qui te parlent mal, tout le temps. Ok. Tu verras quand tu seras psy, tu verras si tu t'ennuies pas avec tes clients qui seront à 75% des bonnes femmes et qui vont à 75% te répéter toute la même chose. Car quand on a des femmes comme clientes, c'est toujours la même question, c'est « je mérite mieux ». Voilà. Regarde, t'as qu'à regarder les TikTok et les facecam du disparu Kevin Samuels, que je viens de découvrir récemment. 80% des questions de ces bonnes femmes-là, des Afro-Américaines, c'était la même question. Et à la fin, il n'en pouvait plus, il était odieux. Et ce qui est marrant, c'est que chez lui, on trouve ça rigolo. Par contre, moi, il suffit que je fasse une étude de cas en vacances, car j'étais en vacances, j'étais pas obligé de la faire, et que pendant 3 minutes, on entende que je batte des œufs pour être traité de tous les noms. Le mec insultait ses clientes en face cam. Bon, bah voilà, la vie est une frustration non pas d'inintelligence, parce que ce serait prétentieux de se croire plus intelligent que les autres, mais la plupart des gens, c'est vrai, sont négligents, sont imprécis, sont feignants, et c'est frustrant. La plupart des grands drames aéronautiques, ferroviaires, etc., c'est des erreurs humaines ou d'entretien. C'est humain. L'humain est décevant tout le temps. La plupart des profs sont pas bons. La plupart des acteurs sont pas bons. Sauf que comme vous en connaissez que 12, vous avez l'impression qu'ils sont tous géniaux. Mais dans un pays, je sais pas, en France, il y a peut-être 50 000 acteurs. Sur 50 000, il y en a 49 500 qui sont ignobles. Il y en a 300-400 qui sont potables. Il y en a 100 qui sont pas sympas. Et il y en a 10 qui sont top. Et il y en a 3 qui sont géniaux. Mais n'empêche que 49 900 sur 50 000 sont à chier. Bon, bah, dans tous les métiers, c'est comme ça. La plupart des profs sont nuls et s'en foutent. La plupart des gens, la plupart des clients sont malhonnêtes et essaient de truander les factures. Et ce qui est énervant, c'est que quand tu es hyper honnête et hyper carré, et que tu règles tout rubis sur l'ongle et que tu as tous les numéros, eh ben, le service facturation te parle comme si tu essayais de truander, tu vois. La vie est une énorme suite de frustration et tous les gens normaux et sensés s'en agacent. Et c'est pour ça qu'on me trouve agacé. On me trouve agacé parce que je suis humain. Ouais. On me le dit beaucoup. Ah, on me le dit beaucoup aussi. Quand on est humain et normal, on est agacé. Quand on est... moi, j'ai eu des coachs et des profs, par exemple, dans certains domaines, dans certains, je sais pas, mon ex-prof de tango, là, auquel je vais plus, etc., j'allais dire il et elle. Il, pardon, même moi je suis gagné par le féminin. Il, au sens neutre, il, pluriel de il et elle, ils sont jamais agacés, ils sont toujours d'humeur égale. Mais en réalité, fondamentalement, c'est la même logique que les gens qui ont plein d'amis. Les gens qui, à l'âge adulte, ont des dizaines d'amis,
sont généralement, humainement, des infâmes connards. Et je n'ai jamais vu d'exception à cette règle. Les gens où il y a toujours des dizaines de personnes chez eux sont toujours les moins fiables, les plus merdiques, les moins fiables, ceux sur qui tu peux jamais compter, qui te rendront jamais le moindre service réel. Et les gens sur qui tu peux compter, ils ont 3 amis, voilà. Je l'ai déjà dit en séminaire, je te laisse le temps de le découvrir dans tes prochains séminaires, je ne sais plus lequel c'est. J'ai dit, à 20 ans, les gens ont 5 ou 6 amis, les vrais. À 30 ans, ils en ont 4 ou 5. À 40 ans, ils en ont 3 ou 4. À 50 ans, ils en ont 2 ou 3. Et à 60 ans, ils en ont 1 ou 2. Et après, ils en ont 1. Voilà. Ta mère et ton père ont certainement un ami. Enfin, toi, ils sont plus jeunes que les miens, mais t'as 19 ans. Mais tu verras que cette règle grossière est à peu près juste. Et dedans, il y a l'exception des gens que j'appelle les gens sans âme, c'est-à-dire voilà, les yeux vitreux, qui te parlent de leurs exploits, etc., qui ont le sourire aux lèvres, qui te tapent dans le dos. Ils ont des dizaines d'amis. Mais en fait, tu peux être absolument certain que le jour où tu dis « je suis malade, tu peux me déposer un médicament », il n'y a personne. Bon. Et ben de la même manière, j'ai totalement perdu l'objet de mon parallèle. Qu'est-ce que je disais avant ça? Avant les amis? Qu'est-ce que je disais avant ça? J'ai pas réussi à connecter non plus sur... Bon, t'écoutes à moitié. Bah écoute, tant pis, c'est dommage. C'est dommage, comme tu voudras. Bien, t'avais une autre question? Oui, une deuxième éventuellement par rapport à... C'est... je sais pas si tu pourras me dire grand chose dessus, mais c'est pour voir si c'est possible de préciser un peu ça. Parce que c'est par rapport au séminaire Être Sexuel 2. Et il y a l'idée d'utiliser en gros de l'achat-revente entre les prix entre différents pays pour voyager pour moins cher. Oui, mais alors alors précise que ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a aucun lien entre ta première question et la seconde. Oui, ça n'a rien à voir du tout. Donc une étude de cas, c'est un sujet. Donc okay. Comme je suis sympa, on va en faire 2. Mais rappelle-toi qu'une étude de cas, c'est un thème. Ok. Bah, une étude, un cas. Pas une étude, plusieurs cas. Enfin, pas plusieurs études, plusieurs cas. Sinon, ça serait des études de cas. Alors, je t'écoute. Ok. C'était par rapport, du coup, bon, on fait de voyager pour pas cher. Est-ce que il y a des... Alors, Théo m'avait donné quelques pistes de réponse par rapport à ça. Sur quel levier de ton expérience, c'était intéressant de faire du coup l'achat-revente? Est-ce que c'était plus des quantités ou de la qualité? J'arrive pas à... Peut-être c'est moi, je m'intéresse pas au bon sujet, mais j'arrive pas à avoir de biens qui puissent avoir une valeur fondamentalement différente entre un pays que je peux visiter et la France. Ok, bon, alors là, comme tu as décontextualisé, du coup, c'est incompréhensible pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas mon séminaire. C'est lequel? Être Sexuel 2. Voilà, donc je rappelais que quand on est jeune, il y a 2 façons de mettre du beurre dans les épinards. La première, c'est de faire babysitter et malheureusement, ça a toujours aussi mal payé. Et la seconde, c'est quand on n'a pas le temps de faire autre chose, c'est d'acheter et de revendre des trucs. Et ce qu'aujourd'hui, ce qui est devenu beaucoup plus populaire aujourd'hui, mais quand je le disais à l'époque, on me prenait un peu pour un dingo. Et je disais que quand moi je prenais toujours mon exemple, hein, comme d'habitude, on me reproche de prendre mon exemple, mais en fait les gens prennent toujours leur exemple. Et je disais que quand j'avais une copine, ma première relation était allemande, et quand j'allais la voir en Allemagne, et je m'étais rendu compte que mes hobbies, j'avais un hobby, j'achetais des vieilles radios, etc. Je me rendais compte que certains modèles allemands notamment étaient pas chers là-bas et plus cotés ici, et que au contraire, certains modèles français étaient plus cotés ici et moins chers là-bas. Et comme à l'époque, les gens avaient peur encore d'acheter en ligne, les gens achetaient en ligne, mais pas trop à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils allaient sur des sites de leur pays, même quand ils allaient sur eBay, le français allait sur eBay FR et l'allemand allait sur eBay DE. Je repérais des modèles, j'essayais de comparer les cotes,
Et je revenais avec sous le bras. Alors, la chance que j'avais, c'était qu'à l'époque, les compagnies aériennes étaient beaucoup moins regardantes sur ce que tu transportais. Je me souviens être revenu avec des amplis dans des sacs en papier sous le bras dans l'avion. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne passerait plus. Bref, je ne dis pas que c'est reproductible en tout point. Je dis que quand on a un domaine de connaissance ou un hobby, que ce soit les timbres, les médailles, les sneakers griffés, les je sais pas quoi, ou j'en sais rien moi. Il y a souvent, quand on s'y connaît dans un domaine, des choses à rapporter de voyage et qui ont plus de valeur dans un pays que dans un autre. Et j'ai dit que c'était une façon maligne, quand on n'a pas beaucoup de temps, de mettre du beurre dans les épinards. Voilà. Après, les choses changent et évidemment, je sais bien qu'aujourd'hui, d'une part pour les contraintes de transport d'objets et d'autre part par les contraintes par le fait que les gens ont beaucoup moins peur d'acheter à l'étranger, la différence, le bénéfice, la prise de risque sera moins grande. À l'époque, acheter à l'étranger, c'était une prise de risque. Donc en fait, je me rémunérais sur la prise de risque. Tu vois ? Mais en gros, c'est toujours la même logique. C'est connaissance d'un marché, petit investissement initial et prise de risque. Voilà, c'est tout. Je ne dis pas que c'est la seule façon. Après, il y a les cryptos et compagnie, mais je me garde d'en parler et je me garde de dire ce que j'en pense parce que j'en pense pas que du bien. Et malheureusement, l'actualité me donne raison régulièrement. J'en ai un peu, mais alors un peu au pif, et je pense pas que ce soit là-dessus vraiment qu'on puisse asseoir un revenu stable. Donc il faut être malin. J'ai évoqué cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'il faille copier, mais en général, quand on s'y connaît dans un domaine quel qu'il soit, il est très rare qu'on perde de l'argent. Voir ce qu'on a choisi, c'est plus cher que ce qu'on a revendu. Voir quand on se sépare d'un objet, c'est souvent pour plus cher que pourquoi on ne l'a acquis. Voilà, c'est ça. Quant à ta question quantité-qualité, bah, c'est que tu n'as pas bien écouté le séminaire et que tu n'as pas bien compris, parce que la quantité, ça s'appelle faire du pantalon à une jambe. Or, faire du pantalon à une jambe ou faire antiquaire, c'est pas pareil. Un antiquaire, c'est quelqu'un qui a du goût et qui rassemble dans son échoppe, dans sa boutique, des objets qu'il a identifiés comme ayant de la valeur. Il les a trouvés au milieu de peut-être d'une brocante, d'un vide-grenier. Et son discernement, sa connaissance lui a fait dire qu'au milieu des 5000 objets d'un vide-grenier, il y en avait un qui valait quelque chose. Et il a acheté 300 balles, il a pris une prise de risque et il le revend 1000 balles. Donc il se fait 700 balles. Mais il fallait qu'il ait de la compétence pour le reconnaître. 2, du discernement pour le voir ce jour-là, et 3, la prise de risque de lâcher 300 balles. Ouais. Un antiquaire n'est pas un vendeur de pantalons à une jambe. Il ne fait pas de la quantité. Il fait de la prise de risque et du stock. Donc voilà. Donc je dis que quelqu'un qui voyage et qui a une connaissance dans un domaine, je l'avais fait par exemple avec les jeux vidéo également. À l'époque, il y avait des différences de version entre les jeux Neo Geo japonais et occidentaux, et une fois, une amie, la femme d'un collègue, quand j'étais en stage, était allée au Japon, parce qu'elle était japonaise, je crois. Je lui avais fait une petite liste, elle m'en avait rapporté 3 ou 4, j'avais pu y jouer quelques mois, et après y avoir joué, je les avais revendus chacun peut-être le double de ce que je les avais payés là-bas. Mais c'est pas faire du pantalon à une jambe, c'est être malin quand on est étudiant et fauché et qu'on vient de chez les prolos. Okay. C'est pas faire du Alibaba ou du AliExpress ou du dropshipping. C'est pas acheter des merdes à 50 centimes en quantité industrielle pour les revendre sur Instagram. C'est connaître suffisamment un domaine pour connaître les nuances de valeur entre les marques, entre les modèles, entre les versions, et prendre le risque
d'envoyer de prêter cette thune à la femme d'un collègue dont en plus elle aura pu se tromper. C'était à l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les smartphones, donc elle avait aucun moyen de me montrer que c'était la bonne version qu'elle prenait, etc. Elle m'a rapporté les trucs, ça aurait pu être n'importe quoi. Ok. Voilà, donc voilà les deux sujets qui n'ont rien à voir, mais la formulation de ta deuxième question me laisse entendre que je pense que tu es assez loin du sujet et que tu devrais réécouter le passage concerné du séminaire. Puis-je t'aider en autre chose? Non, c'est tout pour moi. Bien, et ben écoute, au mois prochain pour la prochaine étude de cas, je rappelle que donc l'offre VIP comme la souscrite, pardon, Thomas, c'est une, 2 ou 3 demi-journées de séminaire par mois, une étude de cas par mois, un podcast VIP par mois environ, et la plateforme de discussion des VIP qui s'appelle le Slack et des remises toute l'année sur le reste de vos commandes. Voilà. Le lien, bah, c'est toujours le même, homme-d'influence.com/VIP. Cliquez dessus pour découvrir le cadeau d'inscription du mois. Tu t'es inscrit quel mois, toi? Ah bah en janvier. D'accord, donc ton cadeau, c'est le podcast exclusif sur Andrew Tate, ce que je pense d'Andrew Tate. Est-ce que tu l'as écouté? Ouais. J'ai bien écouté. Ton avis? Très intéressant. Mais je ne savais pas grand-chose sur lui, donc ça m'a un peu donné des infos, tout ça. Étant donné que j'en savais pas grand-chose depuis le début, ça m'a informé sur le sujet surtout. Merci Thomas, à bientôt. Merci, au revoir.